Alors, bonsoir tout le monde. Merci au comité organisateur pour l'invitation, pour me donner la chance de vous parler d'un sujet qui me passionne. Merci Dr. Drolet, Dr. Rivet, Francesca et Frédéric d'avoir pensé à inviter un clinicien dans le monde de la recherche fondamentale. Je pense que ça vous montre le lien qui, à un moment donné, les idées viennent de la clinique, mais les idées, il faut que ça soit poussé en fondamental, puis il faut qu'il y ait un lien entre les deux pour que ça avance à des idées concrètes et qui vont amener quelque chose dans la vie des patients. Donc, le sujet, c'est la chirurgie dans la maladie de Parkinson. Dr. Callon vous a présenté brièvement, là, en 20 minutes, parce qu'on pourrait vous en parler pendant des heures, mais brièvement la maladie. Donc, c'est une maladie neurologique, donc du système nerveux, le cerveau, entre autres, et qui est dégénérative, c'est-à-dire qu'il y a des cellules qui vont mourir lentement, progressivement, et le cerveau, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à tout récemment, on croyait que les cellules étaient irremplaçables. Maintenant, bon, on a découvert qu'il y avait certaines cellules précurseurs à certains endroits, mais pour l'instant, considérons que le cerveau, les cellules meurent et actuellement, il n'y a pas moyen de les remplacer. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui augmente avec l'âge et la population étant vieillissante, comme on l'a dit tout à l'heure, le nombre de cas va augmenter dans les prochaines années. Des personnalités connues, vous avez déjà vu Michael J. Fox, le pape Jean-Paul II, Mohamed Ali, le boxeur, 100 000 cas au Canada, 25 000 au Québec. La substance noire, Dr. Callon vous l'a montré. Patient normal, la substance noire, ça c'est une coupe de tronc cérébral à l'autopsie, où est-ce qu'on peut voir la substance noire normale et l'absence, à toute fin pratique, de substance noire chez le patient avec maladie de Parkinson. La substance noire, comme on vous l'a expliqué, c'est à cause d'un pigment. Le pigment est de la neuromélanine, qui est un dérivé du métabolisme de la dopamine. Okay? Donc, c'est ce qui donne cette coloration-là à la substance noire, qui est particulière et qui fait qu'on peut, dans un cerveau, à l'autopsie, tu vas retrouver la substance noire facilement. Un exemple, une image vaut 1000 mots. Donc, une maladie de Parkinson, une patiente atteinte, lenteur des mouvements, tremblement, le centre de gravité qui est penché vers l'avant, le faciès figé. Ça vous montre en quelques images les principaux symptômes moteurs de la maladie. Comme Dr. Callon vous a dit, il y a des symptômes qui sont autres que moteurs dans la maladie. Les causes, on en a parlé, la majorité sont idiopathiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cause. Le MPTP est une drogue qui a fait avancer beaucoup la recherche. C'est une drogue prise par des jeunes en Californie qui sont arrivés à l'urgence puis étaient parkinsoniens. Puis on a découvert que cette drogue-là pouvait amener la maladie, les symptômes. Donc, on s'est servi de ça pour faire avancer la recherche chez le singe et après ça chez d'autres animaux. Les pesticides, en Europe, en France, une relation de maladie professionnelle chez certains cultivateurs qui ont utilisé des produits, puis ça a été reconnu comme maladie professionnelle, certains agents chimiques pouvant causer la maladie. Donc, oui, c'est idiopathique. On ne connaît pas la cause, mais plus la science évolue, plus la recherche évolue, plus on est en train de mettre le doigt sur certaines causes qui, dans ces cas-là, vous comprendrez que c'est facile à prévenir. Le traitement principal est médicamenteux. Cependant, la chirurgie est nécessaire, on dit, chez 10 à 15 des gens. La chirurgie s'est faite beaucoup dans les années 30, 40 par stéréotaxie, c'est-à-dire un cadre qu'on place autour de la tête du patient. On descend une électrode précisément dans le cerveau. Et à l'époque, ce qu'on faisait, c'était des lésions. On connectait l'électrode à une petite machine qui donnait du courant, qui faisait que le courant, au bout de l'électrode, provoquait une lésion en chauffant. Hein. C'était une thermolésion, finalement, qui détruisait certaines parties du cerveau qu'on voulait détruire dans les ganglions de la base, les portions centrales du cerveau. Entre autres, ça s'est fait dans le thalamus, ça s'est fait dans le globus pallidus, qui sont des endroits qu'on a vus brièvement tout à l'heure.
Et ça a été le traitement à l'époque pour améliorer les tremblements principalement. Puis, en 1967, il y a eu l'Expo à Montréal, mais il y a eu la L-Dopa qui est sortie sur le marché. Donc, 1967, après ça, la chirurgie a diminué énormément. Puis, ça a été la médication. Comme disait le Dr Calon, il y a une lune de miel avec la médication. Ça va bien pendant des années, puis à un moment donné, whoop, il y a des effets secondaires. Puis là, on est obligé de rajouter d'autres types de médications. Et un patient parkinsonien typique, vous pouvez lui demander, lui poser la question, mais il traîne une pharmacie avec lui dans une petite dosette avec un tas de pilules tous les 2 heures. C'est assez impressionnant le nombre de médicaments qu'un parkinsonien, au bout de 10 ans, 15 ans d'évolution, peut être obligé de prendre. Donc, devant ce fait, la chirurgie a repris un peu dans les années 80. Puis, en 87, un docteur Benabid à Grenoble, en France, qu'on a eu le plaisir d'avoir comme conférencier ici à Québec il y a quelques années, a découvert, puis comme il le dit lui-même par toute humilité, il l'a découvert par hasard, a découvert que lorsque on plaçait l'électrode puis qu'on mettait le courant pour créer une lésion, bien, si on changeait la fréquence du courant, on arrêtait les symptômes, mais sans détruire. C'est que là, ça, c'est devenu très intéressant et c'est de là qu'est née la stimulation cérébrale profonde. En 1987, les premiers cas. OK? Une découverte par hasard. Puis lui-même le dit, l'avoue, et c'est un excellent conférencier. Si un jour il passe dans votre région, comme on dit, ne le manquez pas. Mais, et la chirurgie a évolué depuis 1987. La chirurgie a repris un petit peu de ferveur parce qu'on s'est aperçu justement que la médication amenait des effets secondaires, n'était pas capable de régler tous les problèmes, d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc, la chirurgie est redevenue un petit peu plus populaire. Vous comprendrez qu'on dit 10 à 15 selon la littérature des patients en théorie qui devraient être opérés. Je vous ai dit qu'il y avait 25 000 patients au Québec. En théorie, il devrait en avoir 2 500 opérés et il y en a à peine 300 à 400 d'opérés au Québec. Pourquoi? Parce que la chirurgie est méconnue du corps médical et c'est quand même une chirurgie qui fait peur aux gens, puis ça se comprend. Il n'y a pas de chirurgie. Ce que je vais vous montrer, ça a l'air facile, ça a l'air simple, mais il n'y a pas de chirurgie sans danger. On peut aller chez le dentiste et mourir d'une complication. Réaction allergique aux produits pris pour faire l'anesthésie locale. Donc, il n'y a pas de chirurgie sans danger. On peut mourir, avoir des complications cardiaques, pulmonaires, infectieuses, hémorragiques. OK? Quand est-ce qu'on opère? Lorsque les symptômes ne répondent plus vraiment aux médicaments ou encore les effets secondaires tels que les dyskinésies qui sont comme des mouvements involontaires. Le patient a des mouvements continuels de la tête, du cou, des bras, dus à la médication. OK? Puis ça, à un moment donné, bien, ça peut devenir très handicapant dans la vie de tous les jours. Les épuisements de fin de dose, ce que le Dr Calon vous présentait, les fluctuations motrices, le freezing, les patients qui... c'est que la médication, on ne peut pas remplacer la médication naturelle par une pilule. Pas encore aujourd'hui. Donc, la médication peut venir qu'à arrêter de faire effet. Le patient peut être à l'épicerie en train de faire son marché, puis à un moment donné, whoop, il gèle complètement. Donc, il est obligé, il redevient rigide, puis il est obligé de laisser son panier là, partir à la maison, reprendre ses médicaments. Donc, ça, c'est des périodes là, difficiles. La fluctuation des symptômes moteurs, les périodes off aussi. Donc, le traitement consiste à aller implanter des électrodes cérébrales au centre du cerveau dans un petit noyau. La chirurgie a évolué depuis 1987. Au début, c'était dans le thalamus, qui est une grosse partie du centre du cerveau. Après ça, on s'est aperçu qu'en allant au globus pallidus, un peu plus petit, qu'on avait des meilleurs résultats. Finalement, en allant encore plus petit et plus précis, on a encore de meilleurs résultats. Le noyau sous-thalamique, qui est une petite substance, un petit noyau qui est gros comme une amande et qui consiste à être notre cible, où est-ce qu'on va aller porter les électrodes. Après ça, les électrodes sont reliées à des extensions qui descendent
et qui sont reliés à une batterie qu'on va placer comme un pacemaker sous la clavicule. L'évolution technologique continue. Au moment où est-ce qu'on se parle, il y a beaucoup de centres qui essaient de faire de la miniaturisation. Hein. On est rendu à la 6e génération de iPhone en à peine 8 ans. Donc, la batterie, un jour, va être très petite et probablement placée à la sortie des électrodes. OK? Tout ça s'en vient. La batterie, actuellement, il y a des batteries non rechargeables qui durent de 2 à 4 ans. Il y a des batteries rechargeables qui durent 9 ans. Mais un jour, peut-être qu'on n'aura pas besoin de changer la batterie. Ça sera une batterie qui pourra être rechargée à vie par des moyens de télémétrie. Donc, tout ça, ça évolue. Pourquoi de l'électricité? Hein, on peut se poser la question. Le cerveau, c'est simple. Les cellules nerveuses, ça fonctionne à 2 choses, de la chimie et de l'électricité. Un neurone, une cellule nerveuse qui veut communiquer avec l'autre, il y a du courant qui va passer le long de son axone. Entre les deux, on laisse aller les neurotransmetteurs, les substances chimiques qui passent d'un à l'autre, passent le message et le courant repart. Donc, le cerveau, le système nerveux fonctionne avec de l'électricité et de la chimie. La chimie, c'est tous les médicaments qu'on donne, que ce soit pour la dépression, pour le Parkinson, nommez-les, tous les médicaments qui agissent au niveau du cerveau, c'est de la chimie. L'électricité, c'est en stimulant certains endroits, on peut provoquer ce qu'on appelle moduler la réponse du système nerveux, que ce soit pour la douleur chronique, la dépression ou les troubles du mouvement comme les tremblements et la maladie de Parkinson. Le but de l'opération, pourquoi le noyau sous-thalamique? C'est qu'on croit, parce qu'il y a plusieurs théories, c'est comme si le noyau sous-thalamique dans la maladie de Parkinson était comme en crise d'épilepsie, il déchargeait beaucoup, rapide, de telle sorte que lorsqu'on implante une électrode et qu'on stimule, on fait comme le paralyser, puis on le met à off, et c'est ce qui fait qu'on améliore les symptômes. On améliore les symptômes, on ne guérit pas la maladie avec ce traitement-là. C'est pour ça la recherche. OK. Le noyau sous-thalamique, ça, c'est une coupe transversale coronale du cerveau. Et les ganglions de la base, le thalamus, les ganglions de la base ici, et le noyau sous-thalamique est tout petit ici, sous le thalamus, comme son nom l'indique, et la substance noire juste en dessous. Une coupe d'autopsie, le cerveau, une coupe coronale, ici la coupe coronale, et cette région-là qu'on reproduit chez un vrai patient décédé. Le noyau sous-thalamique ici, la substance noire qui est noire ici. Donc, le thalamus juste au-dessus. Et c'est là qu'on va aller porter l'électrode. On a tout un trajet à faire avec l'électrode pour parvenir là. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on fait ça avec ordinateur, système GPS, comme on va vous le montrer, et ce qui nous permet d'éviter les vaisseaux sanguins comme ici pour ne pas créer d'hémorragie. Donc, les patients, avant d'être opérés, sont évalués par toute une équipe complète, que ce soit neuropsychologue, psychiatre, physiothérapeute, ergothérapeute, puis une résonance magnétique pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Et finalement, nous, comme neurochirurgiens, on est des simples techniciens qui allons placer l'électrode. Déroulement de l'intervention, on place un cadre de stéréotaxie qui est vissé à la tête du patient. Ça va permettre aux ordinateurs de reconstruire la tête en 3 dimensions. Le cadre est placé sur la tête du patient. On fait une résonance magnétique le jour de la chirurgie. Et sur la résonance magnétique, vous voyez que le cadre de stéréotaxie nous place des points tout le tour de la tête à partir desquels l'ordinateur va calculer. Et ça, c'est fixé après la tête. Donc, l'ordinateur va reconstruire en 3 dimensions le cerveau. Et nous, on utilise les commissures antérieures et postérieures pour calculer notre cible. Ça, ce sont des structures qui permettent aux 2 hémisphères cérébraux de communiquer ensemble. C'est des petits ponts entre les 2 hémisphères cérébraux. Et c'est des marqueurs importants pour nous, puisqu'on va déterminer le point centre. Et à partir de celui-ci, on va calculer, parce que ça a déjà été démontré par des chercheurs au point de vue pathologique, anatomique, que le noyau sous-thalamique, chez la moyenne des gens, il va être situé 3 mm postérieur à ce point-là du milieu, 12 mm latéral et 4 mm inférieur. Donc, c'est à partir de ça, ces chiffres-là, que nous, on calcule et qu'on va déterminer la cible pour aller placer notre électrode. Donc, ici, c'est des systèmes d'ordinateur. Ici, vous voyez le trajet virtuel de l'électrode, qui évite le système ventriculaire.
On a une base fantôme qu'on appelle pour vérifier les coordonnées, vérifier la cible. Le patient est placé un petit peu comme chez le dentiste. Ça se fait sous anesthésie locale parce qu'on a besoin de la collaboration du patient. Okay? On a besoin, premièrement, d'enregistrer son activité du cerveau, donc il faut qu'il soit éveillé. On va stimuler aussi durant l'opération pour voir l'effet de la stimulation, voir si on est au bon endroit, s'il n'y a pas d'effet secondaire, puis voir principalement si on a nos effets bénéfiques. Le système d'électrode qui est placé. On a un système de radiographie aussi qu'on a besoin durant l'opération. Le cadre de stéréotaxie qui est en place. Le système micro-guide qui va descendre l'électrode par des centièmes de millimètre. Et finalement, on enregistre l'activité du cerveau. Puis ça, c'est un petit peu comme se promener en Europe. En Europe, tu passes d'un pays à l'autre, le langage change. Ça peut être de l'italien à l'allemand, au français, puis à l'anglais. Quand tu descends ton électrode dans le cerveau, progressivement, on traverse certaines structures qui donnent un signal, des noyaux, le thalamus, de la substance blanche ici, le noyau sous-thalamique, de la substance blanche et la substance noire. Donc, dans la substance blanche, on a un silence, puis on tombe dans le noyau sous-thalamique qui donne son langage, c'est-à-dire que c'est des ondes qui sont rapides et régulières à haute fréquence. Et après ça, on a de la substance blanche ici, entre le noyau sous-thalamique et la substance noire, on a de la substance blanche, des fibres nerveuses. Donc, ça, c'est le silence. Et après ça, on tombe dans la substance noire qui a un signal particulier. Donc, le son et l'aspect visuel des ondes nous permettent de dire, bien, voici, on est au bon endroit. Après ça, on stimule. Et c'est là qu'on va vérifier les effets positifs de la stimulation. Donc, ici, regardez la main droite. C'est une patiente avec Parkinson qui a surtout des tremblements. On voit la main droite. L'électrode est du côté gauche. Regardez, l'électrode est à gauche. Donc, regardez la main droite sans stimulation. Regardez la main droite maintenant avec stimulation. Ça, c'est le résultat qu'on a durant l'opération. La main gauche continue de trembler. OK? Ça, c'est ce qu'on a durant l'intervention. Ce sont des électrodes à 4 contacts. Il y a une compagnie qui vient d'en sortir. À aller jusqu'à tout récemment, il y avait seulement une compagnie qui vendait le produit. Maintenant, il y a 3 compagnies en Europe. Il y en a 2 en Amérique du Nord. Il y en a une qui vient de sortir. Ça, c'est les anciennes électrodes 4 contacts. La nouvelle compagnie vient de sortir des 8 contacts. Est-ce que c'est mieux? On n'est pas sûr. Les études vont le prouver. Ça continue d'évoluer puisque là, les contacts, c'est comme des anneaux de métal. Donc, le courant, il va tout le tour de l'électrode. Il y a une compagnie qui est en train de travailler sur un modèle d'électrode qui devrait sortir sur le marché prochainement. C'est des électrodes à 180 degrés, donc qui envoient du courant seulement d'un côté. Donc, on aurait peut-être un gain à aller chercher plus d'effets bénéfiques et moins d'effets secondaires. Les radiographies durant l'intervention pour prouver que les électrodes sont en plein centre de la cible. Une résonance magnétique post-op qui démontre le trajet de l'électrode et les contacts. La première chirurgie dure en général une journée sous anesthésie locale et sédation. Et finalement, le lendemain ou 2-3 jours plus tard, on va implanter la batterie. Ça pourrait être fait sous local. Il y a certains centres à travers le monde qui le font sous local, mais la majorité le font endormi sous anesthésie générale parce que c'est un petit peu souffrant d'aller mettre la batterie sous la clavicule, les extensions qui montent et qui sont connectées aux électrodes. La grosseur de la batterie, bien, vous la voyez ici dans la main du chirurgien. Un exemple qui va vous montrer, bon, wow, c'est bénéfique, là, puis c'est spectaculaire, mais c'est sûr qu'en congrès, puis les docteurs, on montre toujours les beaux coups, les bonnes affaires, hein? Mais, je veux dire, retenez que c'est une chirurgie, qu'il y a des complications possibles, puis oui, on peut mourir, oui, on peut paralyser, puis oui, il peut y avoir d'autres effets secondaires. Ce n'est pas toujours un succès là, carabiné. Ça, c'est un patient qui avait une maladie de Parkinson, pas beaucoup de tremblements, mais surtout de la rigidité. Vous avez vu que ça lui a pris du temps à se lever, se mettre en position debout. Tourner, c'est difficile, des petits pas. Son centre de gravité est penché vers l'avant. Il ne balance pas les bras. Tout ça, c'est un tableau de rigidité et de bradykinésie qu'on appelle la lenteur des mouvements. OK?
juste vous remettre dans l'œil, là, regardez comment est-ce qu'il y a de la difficulté à se lever et après ça, à tourner. Donc ça, c'est le patient qui s'est fait filmer lui-même 6 mois après l'opération. Bon, il fait du vélo. Naturellement, pour un neurochirurgien, faire du vélo pas de casque, c'est pas correct. Mais on n'a pas pu le chicaner parce que, bon, il était fier de nous amener ces vidéos. Vous savez, dans la maladie de Parkinson, souvent, là, c'est une maladie qui te rend immobile, qui te rend tous les déplacements difficiles. C'est souvent, ça a des répercussions sur toute la vie du patient. Perte d'emploi, perte du rôle dans la famille. Beaucoup de patients vont passer leur journée dans un fauteuil berçant parce que tous les mouvements deviennent difficiles. Donc, c'est une exclusion un peu du rôle social que l'individu avait. Donc, il y en a qui font des dépressions avec cette maladie-là. Hein? Puis, c'est pas évident. Le patient, j'ai trouvé ça cute parce qu'il nous envoie une vidéo où est-ce qu'il montre que finalement, il a repris son rôle de père de famille, c'est-à-dire sortir les poubelles. Puis, ils vécurent heureux et eurent de nombreux petits-enfants. Donc, le succès de la chirurgie, ben, ça dépend vraiment du bon choix des patients pour l'opération. Ça, c'est toute l'équipe qui fait ça. OK? Comme je vous ai dit, nous, les chirurgiens, on est seulement là pour faire un acte technique. L'important, la réussite de tout ça dépend du bon choix du patient. Ça dépend aussi de la précision à laquelle où on place les électrodes, la programmation et l'ajustement de la médication, mais programmer les électrodes, ça c'est pour les amateurs d'électricité, c'est des électrodes, hein, c'est du positif, du négatif, c'est du courant, une fréquence, une largeur d'onde, une force d'onde, l'amplitude, c'est du courant. Donc il y a plein de paramètres à ajuster, puis un bon suivi, une bonne équipe, puis le support et l'éducation des patients aussi. Donc, comme je vous ai dit, ça n'arrête pas la progression de la maladie. Il faut encourager la recherche. Une petite photo pour vous dire que moi et Francesca, on a participé à la grande randonnée du Parkinson. Puis je pense que je vous encourage, quand vous voyez passer une activité de bénéfice pour la recherche ou pour la maladie, bien, encouragez-la. Merci beaucoup.